Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci d'honorer de votre présence ce petit instant que nous allons partager ensemble. Je vais essayer de vous entraîner avec moi dans un véhicule spatio-temporel pour vous raconter une tranche de ma vie. Je dirais même mieux, puisqu'on parle de tranche, d'une part de ma plus profonde intimité infantile. Donc, c'est l'histoire de ce petit garçon que je vous raconte. Je vais essayer de susciter en vous votre mémoire quand vous étiez enfant à cet âge-là, votre imagination et tout ce que vous pouvez imaginer. Cette tranche de vie a pour lieu notre merveilleux village de Castellane. Avec ses paysages sculptés par les événements géologiques, ciselés par le labeur harassant de nos paysans d'antan. Au-delà de ce relief qui a été créé, il a fallu mettre à sa nature à ajouter un peu de couleur. Par la végétation verdoyante, par le ciel pur et le bleu azur du ciel de Castellane, parce qu'il est dit que le ciel des Basses-Alpes est un des plus purs de France. Mais ce tableau serait silencieux si on ne rajoutait pas le chant du Verdon, qui, dans les méandres qu'il a laissé la nature, donne une vie, tumultueuse parfois, mais met un son à cette vie. Castellane et ses alentours sont le creuset de ma famille depuis le XVIIIe siècle. Je dois vous dire que j'ai plus de racines que de branches. Mais, sans le passé, qui sommes-nous? Nous sommes le 12 janvier 1966. Je viens au monde, ici, en ce lieu, à l'hôtel du Verdon. Avant de s'appeler l'hôtel du Verdon, il s'appelait l'Éden, le paradis sur terre. C'était comme ça. Je suis le dernier d'une fratrie de 3 garçons. Jean, mon frère aîné, qui a 10 ans de plus que moi. Guy, le frère cadet, qui a 8 ans de plus que moi. Et moi, comme on dit en Provence, je suis le Caganis. J'avais choisi le titre pour cette histoire, mais il m'a été spolié par une personne un peu plus connue que moi. Je voulais appeler cette histoire l'itinéraire d'un enfant gâté. Mais ça a déjà été pris par une autre, je ne me rappelle plus, c'est Belmondo. C'est terrible. Mais c'est vraiment ce qui s'est produit pendant cette période que je vais vous raconter. Le dernier d'une fratrie comme ça, c'est l'enfant gâté. C'était le paradis. Imaginez-vous la cuisine ici au rez-de-chaussée où elle est encore actuellement. Là, c'était la cuisine. Là, c'était nos appartements en haut. Mes parents, mes frères, on avait une grande chambre, 3 lits, comme dans les petits ours. C'était pareil. Ici, la salle de restaurant, l'hôtel au-dessus. Et là-bas, dans le recoin, le bar. Chacun avait sa place. Mon grand-père était en cuisine. Un homme, comme moi, autoritaire. Un vrai chef cuistot. Mon père s'occupait du restaurant. Ma mère s'occupait du bar. Et ma grand-mère, de la caisse, elle était forte pour ça. C'est elle qui faisait les additions. Ça aide. Donc voilà, pour un peu situer l'histoire. Vous imaginez bien que pendant l'été, ici je vois qu'il y a des commerçantes, des pizzerias, des restaurants, c'était l'agitation. Vous imaginez un petit de 8 ans ou 6 ans comme toi, demoiselle, au milieu des pas, des parents, tout le monde se bouscule. C'était 100, 150 couverts par repas, c'était la folie. Donc j'étais expatrié à ce moment-là, on m'expatriait au nord. Boulevard Saint-Michel, à Castellane. Chez la grand-mère. Chez l'autre grand-mère, du côté de mon père. En face des établissements Chex, la station-service est là. Elle faisait, elle aussi, chambre d'hôte. Elle avait inventé le principe de la chambre d'hôte à l'époque. J'étais bien là. Donc j'étais, comment vous dire, ça débordait de... Ici, il y avait
l'amour, tout ce qu'on voulait. D'ailleurs, cette histoire va être accompagnée par quelques mots d'un poète, philosophe, politicien, exilé, Victor Hugo, que j'apprécie. On pourrait commencer cette histoire en disant « Et dans les veines, le doulet de ta mère, le généreux esprit de ton père, sois bon, sois fort, sois honnête, sois juste, et reçois dans le baiser de ta grand-mère la bénédiction de ton grand-père. » Voilà dans quoi j'ai été élevé, le bonheur le plus total. Je vous garantis, c'était le bonheur ici. Déjà, j'étais au restaurant, j'avais le choix de manger ce que je voulais. Si je n'aimais pas un plat, j'en avais un autre. C'est des avantages. Ensuite, bien entendu, j'ai quelques anecdotes un peu rigolotes. Je vais vous raconter. Quand l'hôtel fermait, parce qu'il y avait quand même la saison creuse. Mais on fermait pas comme aujourd'hui, on restait à moitié ouvert, moitié fermé, parce qu'on était plus de 10 à vivre toute l'année sur l'hôtel-restaurant. Le fourneau, c'était un fourneau à charbon. Donc, il restait, soit pour 4 ou pour 12, il fallait le faire tourner. Et le grand-père faisait à manger, donc c'était ouvert, on trouvait tout le temps un gîte couvert. À Noël, dans la salle, là, si vous imaginez, pour Noël, nous étions au minimum 30. Réveillon. La famille, les voisins d'en face venaient. Thierry, la petite épargne, Olivier, tout le monde venait. C'était, le grand-père se mettait en 4. Il y avait les écrevisses à l'armoricaine, il y avait beaucoup de choses. Ça me fait remonter certaines choses. Et je croyais encore au Père Noël à l'époque, j'y croyais. J'ai reçu la tenue de Zorro. Et oui, on m'a dit, tu seras mon grand justicier. Moi, justicier, habillé, le chapeau, le masque, l'épée, tout ce qu'il en est. Et j'avais les talons de Zorro, non pas Tornado, mais un petit vélo rouge, avec des petites roulettes pour pas tomber, parce que c'est pas grave. Imaginez-vous, essayez d'imaginer la salle de jeu. Du bar, la salle de restaurant vide, les cuisines. Pour faire du vélo à roulettes, c'était entre les tables slalomées. Et j'avais mon grand-père qui aimait bien boire un peu le pastis en faisant la cuisine. J'avais des promissions le soir, du bar, ma mère me donne le pastis, elle me dit tu le mets à grand-père. Mais habillé en Zorro quand même, j'étais justicier, j'avais une justice à défendre. Et pour moi, à cette époque-ci, la plus grande injustice, c'est que comme je vous l'ai dit, à midi j'avais le choix, mais le soir, on m'obligeait à manger la soupe. Ça, c'était pas mon plat préféré. Donc, c'était la première injustice que je devais vaincre. J'ai dit, il faut que j'aille combattre mon grand-père. Donc, me voilà parti, vous imaginez, sur mon vélo, Zorro, le verre de pastis d'un côté, l'épée rentrée là, tenir le guidon, Je croisais quelqu'un, 2 estocades, il jouait le jeu. Ah, il fallait le laisser, partir de côté, me laisser passer. Premier combat gagné. J'arrivais ici, je rentrais dans les cuisines, là, je voyais cet homme, grand costaud, tout de blanc vêtu. On aurait dit, quel Thésée. Je me voyais pour Thésée dans son labyrinthe devant le Minotaure. Et le Minotaure, mon grand-père m'attendait sa cuillère en bois, et jouait le jeu, il me voyait arriver, et on se livrait une estocade. Et bien sûr, je gagnais, j'étais le plus fort, j'étais Zorro. J'ai quitté, ça me coûtait un pastis quand même, j'ai porté son pastis, il buvait. Continuais à vaquer, je continuais, et au bout, il y a des escaliers en colimaçon. On monte en haut à l'étage, c'était le bonheur là-haut. C'était l'endroit où on se retrouvait en famille. Après le service, il y avait le père, la mère, les frères. Et en bas, il y avait la cave. Il y avait la lingerie, la chaudière. Je me suis dit, mais quand même, moi, habillé en Zorro, je vais y aller tout seul à la cave en bas. Je descends, je fais 3 marches. Je sais pas, quelque chose me dit, c'est pas une bonne idée ce soir. Je fais du demi-tour et je remonte. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'au-delà du courage et de la témérité, il y a un sentiment qui est beaucoup plus puissant que ça. C'est la trouille. Je vous le dis, c'est la trouille. Et je reviens. Et pour pas rester invaincu, ici, là, je me souviens, c'est là où là, je crois que c'est là. Il y avait la niche d'un chien. Le chien de chasse de la famille. Fino, il s'appelait. Il était tranquille, allongé, mais enfin, j'ai pris mon épée, je l'ai combattu. Je le pique avec mon épée. Dans un grand soupir, il se retourne sur le côté et j'avais abattu ma bête. J'étais content. J'avais fait mon choix, j'avais fait mon choix. Après, il y avait ici un bassin. Dedans, il y avait des truites et des écrevisses. C'était la spécialité, il laissait ça. Alors, pour l'anecdote, des fois, ils faisaient croire qu'ils en avaient en réserve, ils venaient prendre une écrevisse, quand ils les faisaient cuire, ils faisaient croire, ou le client venait chercher son écrevisse. C'était fantastique, ça, à l'époque. Et bien, c'est là que j'ai fait ma première découverte en sciences et vie de la Terre. J'ai appris que les poissons ne respiraient pas comme nous. Que dehors, ben, ils mouraient. Je ne le savais pas.
Et la petite anecdote qui m'est venue tout à l'heure par un ancien qui m'a raconté, avant de clore cette histoire, cette tranche de vie, c'est que ma grand-mère avait ici une grande volière, vous voyez, il y a la cigale, et dedans elle avait plein de perruches. Et à l'époque, il y avait une chanson de Pierre Perret qui chantait ouvrez la cage aux oiseaux. Mais moi, mon âme de Zorro, épris de liberté, j'ai ouvert les portes. Et tout le monde s'envola. Et tout le monde a eu droit à sa volée. Moi de bois vert, ça c'est sûr. Et les perruches, il y en avait un peu de partout. Enfin, bref, c'était la vie. Vraiment, je vous dis, c'était la joie, le bonheur. Je ne trouve pas de mots pire, mieux que le paradis, c'était. Et on va arriver à l'épilogue de l'histoire, mais malheureusement, tout a une fin. Et cette fin, pour moi, elle est arrivée le 30 septembre 1974. Ce matin-là, le soleil ne se levait pas à la Castellane. Le ciel, il n'était pas bleu. Il y avait des gros nuages noirs qui arrivaient de partout. Et les ténèbres envahirent cet établissement, ce qu'on appelait l'Éden. Et que j'appelais l'Éden. Et la grande faucheuse s'est invitée à la fête. Elle réalisa son œuvre, terrible, horrible, cruelle et injuste. Et sans aucune pudeur, elle enleva, le petit enfant de 8 ans que j'étais, son être le plus cher. L'enfant chantait. La mère au lit, exténuée, agonisait. Beau front, dans l'ombre se penchant. La mort au-dessus d'elle errait dans la nuit. Et j'écoutais ce râle, et j'entendais ce chant. L'enfant avait 8 ans. Et près de la fenêtre, ses rires et ses jeux faisaient un charmant bruit. Et la mère, à côté de ce pauvre doux être, qui chantait tout le jour, toussait toute la nuit. La mère alla dormir sous les dalles du cloître. Et le petit enfant se remit à chanter. La douleur est un fruit, Dieu ne le fait pas croître. Sur la branche trop faible encore, pour le porter. À partir de ce jour, pour moi, commença un voyage dans l'enfer, une traversée du désert. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec la vie, j'ai appris que les bâtisses avaient une âme, et que les pierres nous parlaient. Chaque fois que je viens ici, que je passe par là, ou que je vais manger, ou que j'y pense, les pierres m'apprennent la fugacité. Elle me la rappelle, la fugacité et la fragilité des choses, du temps, de la vie et des êtres. Elle m'enseigne également l'humilité face à l'existence, à la nature, au monde et à l'univers. Mais justement, dans cet ordre du monde, quelle place y tenons-nous? Que restera-t-il de toutes nos peurs, de tous nos désirs associés à notre condition de vie problématique qu'on se crée et qui accapare la majeure partie de notre vie? Un petit tiré de quelques centimètres entre notre date de naissance et notre date de décès, et ce sur une pierre tombantes. Et ce petit garçon qui à l'époque avait 8 ans en a aujourd'hui 50 et plus. Et il rend grâce à ce territoire, à ces terres, à ces personnes qui, dans la douleur, dans la tristesse, dans la joie et dans le bonheur, ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie.